Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'histoire. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Serena Gentilhomme. Serena, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes écrivain et spécialiste du cinéma italien. Et on a évoqué dans les précédentes émissions Roberto Rossellini, Visconti, Pasolini, etc. Mais on en a oublié un. Ah oui. Il s'agit de Vittorio De Sica. Vittorio De Sica qui a été aussi aussi bien acteur qu'un grand réalisateur italien, né en 1907, qui nous a quittés en novembre 1974 dans la région parisienne, mais aussi qui, je dirais, a marqué non seulement le cinéma italien, mais le cinéma international. Oui, oui, tout à fait. Et disons qu'il a eu un parcours extrêmement extraordinaire. Bon, d'abord, c'est un des rares artistes qui était aussi bon devant la caméra que derrière la caméra. Il y a eu des chefs-d'œuvre de lui comme acteur et des chefs-d'œuvre surtout comme metteur en scène. Alors, son parcours, il a commencé extrêmement jeune au théâtre et puis il a aussi eu une très très brillante carrière au cinéma où vraiment il a interprété des rôles dans des films qui étaient au box-office de l'époque. Je vais juste en citer un, peut-être les plus célèbres, qui était Les hommes, quels voyous, de Mario Camerini, qui était un cinéaste pas du tout engagé. C'est un cinéaste attitré de Mussolini. Ce qui n'empêche qu'il a fait des films qui sont des comédies romantiques, mais qui ne sont pas du tout des comédies sottes ou superficielles. Oui, Ce sont des comédies qui quand même donnent aussi une idée de la société italienne de l'époque. Ça fait partie, disons, de ceux, appelons les courants, qu'on appelait les cinémas des téléphones blancs, parce que les téléphones blancs étaient un signe de richesse, de classe sociale. Oui. Des classes sociales, et que ces comédies romantiques qui toujours finissaient d'une façon heureuse, se déroulaient dans des ambiances bourgeoises, haut-bourgeoises et cossues, et où les téléphones n'étaient pas en vulgaire bakélite noir, mais blanc. Et bon, j'insiste sur ces films parce que lors de la pause, j'ai choisi la bande son originale qui n'est autre qu'une chanson Parle-moi d'amour, Mayou, et qui après a fait le tour du monde et qui est chantée par De Sica lui-même. Parce que en plus d'avoir ses dons de metteur en scène, de cinéaste et d'acteur, il avait aussi une très belle voix. Et il aurait pu même faire une carrière de crooner, comme on dit maintenant. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été quand même, je dirais, un des cofondateurs du néo-réalisme italien? Exactement, parce qu'il faut dire qu'avec Visconti et avec Rossellini, ils ont même fait sorti, disons, au grand scandale des autorités, des films qui annoncent les thèmes du néoréalisme. Alors, lorsque nous avons parlé de Visconti, nous avons parlé d'Ossessione, où il est question d'un adultère et aussi de l'assassinat d'un mari encombrant. Et pour De Sica, il faut souligner le fait qu'en 1943, en pleine guerre, il a sorti un film qui s'appelle Les enfants nous regardent. Les enfants nous regardent, qui est un pur chef-d'œuvre et qui donc nous montre deux tabous absolus, c'est-à-dire un adultère, une femme qui part avec son amant en quittant le mari et son enfant, chose encore plus grave, et en plus, disons que ces drames, ces bouleversements familiales fait que les maris au désespoir se suicident. Alors on a deux choses, on a l'adultère et les suicides. Dans un seul film, c'était vraiment trop pour les autorités de l'époque. Surtout qu'on était en période fasciste, en 1943. Ce sont les dernières années. Le film d'ailleurs qui a connu un gros succès à la fin de après la
guerre. Après la guerre, oui. Bon, mais d'ailleurs, il avait aussi, je me souviens l'avoir vu aux années 60 en télévision. Dans les ciné-clubs de la télévision. Oui, tout à fait. Il était dans les ciné-clubs, même dans les cinémas tout court à l'époque. Et alors, il faut dire que d'ailleurs, ça avait eu, comme pour Ossessione de Visconti, il y avait parfois des salles cinématographiques qui réclamaient à corps et à cri un prêtre ou encore mieux un évêque qui aille exorciser la salle où étaient projetés ces films maudits. C'est dire le scandale que ça pouvait provoquer. Et d'ailleurs, l'excellente comédienne qui jouait le rôle de l'épouse adultère, c'était une star de l'époque, elle s'appelait Isa Pola, une femme d'une grande beauté et d'un grand talent, et qui a vu sa brillante carrière arrêtée, c'était provisoirement, mais quand même elle a eu un arrêt de carrière à cause du rôle qu'elle avait interprété. Tout le monde, elle était la femme la plus détestée d'Italie. On peut dire quand même, Serena, que les enfants nous regardent, ça, on peut dire que c'est le premier grand chef-d'œuvre de Vittorio De Sica. Oui. Sans équivoque possible. Sans aucun doute. Et après, il annonce déjà les grands succès du néoréalisme proprement dit, comme Voleur de bicyclettes. Le voleur de bicyclettes. Et Choucha. Alors, pour le voleur de bicyclettes. Il faut en parler parce que c'est quand même un film qui a marqué l'histoire du cinéma européen, italien et français en particulier. Alors, il s'est sorti en 1949. Bon, la guerre était finie depuis 4 ans, mais disons que les mentalités n'avaient pas changé pour autant. Et donc, ces films aussi a fait scandale parce que certaines autorités rétrogrades trouvaient scandaleux qu'on montre, surtout à l'étranger, non, parce qu'il faut penser que les grands néoréalismes italiens, il ne faut pas se voiler les yeux. Il a été financé par les États-Unis, bien sûr, où il y avait d'ailleurs à l'époque des présidents qui étaient un peu différents de celui qu'on a maintenant. Donc, à l'époque... les Américains étaient très présents en Italie, d'ailleurs. Ils étaient les alliés. Ils étaient nos alliés. Et donc, si Orsolini, par exemple, avait pu sortir Rome ville ouverte, qui sinon les rouleaux de films seraient finis à la poubelle, c'était grâce à un général américain qui était intelligent et qui avait compris qu'il avait là, sous la main, il avait des chefs-d'œuvre. Donc, mais Le voleur de bicyclette est quand même un film qui a marqué aussi quand même toute une époque. Mais il scandalisait parce qu'il montrait la misère de l'époque. La misère de l'Italie. Oui, alors là, c'est pas un drame familial ou sentimental, mais c'est un drame de la misère qui était... Et alors, il faut dire une chose, que ça a eu, les voleurs de bicyclette, ça a eu un succès extraordinaire chez les critiques, surtout la critique de gauche, la critique marxiste. Au contraire, pas du tout un grand succès. Non, les succès des publics. Bon, les publics allaient au cinéma quand même. Mais il n'avait pas trop. Non, mais il faut imaginer. C'était un film sur la misère et sur le chômage. Alors, ils étaient toute la journée dans la misère et dans le chômage. Donc, ils n'avaient pas envie de revoir ça au cinéma, les Italiens de l'époque. Non, ils voulaient plutôt voir d'ailleurs un film avec une jeune Lollobrigida, d'un jeune Gassman, la femme la plus belle du monde, qui était les biopics d'une chanteuse et actrice Lina Cavalieri, et qui allait après aller en Russie, et là elle tombait amoureuse d'un beau prince russe. Voilà, c'est ça ce qu'il voulait voir. Il voulait rêver et non pas voir des ruines. Mais pourtant, Serena, ce qu'on appelle le néoréalisme italien, il nous montre bien la situation de l'Italie, la situation sociale de l'Italie de l'époque. Quand même, il faut reconnaître que l'Italie, certes, le Nord était plus riche, mais l'Italie du Sud était dans un état de misère effroyable. Misère effroyable. Alors, je dirais une chose, qu'un film qui n'a pas été tourné par De Sica, mais par Comencini, peint amour et fantaisie, avec Lollobrigida, dont on a parlé d'ailleurs dans la précédente émission. Alors, il y a à un certain moment une séquence où les fringants maréchal des carabiniers interprétés par De Sica
Sica, qui donc n'est plus de... C'est en 53, bon, il a la quarantaine bien sonnée, mais toujours bel homme. Hein. Et alors, il parcourt des villages du sud. De l'Italie. Et alors, qui sont complètement détruits. Et alors, il demande à son intendant, alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bombardement? Non. Réponse, tremblement de terre. Et ici, bombardement, ah non, tremblement de terre, ça continue un moment, et puis il dit, bombardement, tremblement de terre, et non, bombardement. Ça pour dire la situation dans laquelle on rit, hein, mais disons, c'est de l'humour noir, parce que c'était vraiment, le sud de l'Italie était réduit, comme le reste, hein, comme à Florence, par exemple, parce que mes premiers souvenirs, c'était de voir des ruines tout autour de la maison de mes parents qui étaient restées debout miraculeusement, mais enfin, il y avait que des débris tout autour. Sauf que dans l'Italie du Nord et du Centre, il y avait les moyens de reconstruction. Exactement, oui. Alors que dans le Sud, non. Non, oui. Alors, on va donc peut-être marquer cette pause musicale. Vous nous en parliez il y a un instant. Cette chanson interprétée par Vittorio De Sica. Par Vittorio De Sica, et qui est la bande-son de Les Hommes Quel Voyou de Mario Camerini, 1932. La più bella stasera Mariù, splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu, anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore Mariù, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore Mariù. So che una bella e maliarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me, meglio nel gorgo profondo ma sempre con te. Parlami d'amore Mariù, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore Mariù. Dimmi che illusione non è,
d'amore Mario. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret. Notre invitée est Serena Gentilhomme et nous évoquons l'œuvre, la carrière de ce grand acteur, réalisateur italien que fut Vittorio De Sica, puisqu'il nous a quittés en 1974. Elle n'a pas vieilli, cette chanson, Serena. Oui, elle a été aussi reprise, même transformée. Ça a eu, disons, un succès extraordinaire. Et celle que vous avez entendue, quand même, c'est la bande-son originale, remasterisée, bien sûr, de ces films de Camerini, Les hommes qu'elle voyou, en 1932. Et Parle-moi d'amour, Mario, est chanté par Vittorio De Sica lui-même, qui, en plus de tous ses autres talents, il avait même un talent de crooner. De crooner, il chante très très bien d'ailleurs. Oui, très bien. Et c'est une belle mélodie, entraînante. Oui. Alors on va évoquer un autre film qui a d'ailleurs il a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 1951, c'est Miracle à Milan. Un film magnifique. Alors, il faut dire une chose, que pas mal des films des DECIC ont été disons, conçus en collaboration avec un scénariste des génies, qui maintenant comme écrivain l'est plutôt oublié, mais qui était prodigieux et qui était Cesare Zavattini. Et lorsqu'il y a eu cette collaboration entre Zavattini et De Sica, les films ont eu, disons, une physionomie particulière. Parce que Miracle à Milan, c'est quoi? C'est une fable. C'est un film, on peut dire, un film fantastique, où il y a donc des clochards qui sont dans une banlieue, mais alors sinistre, qui sont dans une bidonville, disons le nom, des Milan, et qui, à un certain moment, ont la possibilité, reçoivent une colombe qui leur permet de réaliser tous les désirs. Et alors, bien sûr, on voit la dérive de ces pouvoirs qui, d'abord, ça sert à manger, enfin, ce sont des désirs vitaux, bien mais sûr. après, il y a comme une sorte d'escalade vers le trop d'argent, pouvoir, etc. Et puis, à la fin, il y a tous ces clochards qui enfourchent des balais, des nettoyeurs urbains et qui donc s'envolent vers les paradis au-dessus de la cathédrale de Milan. C'est un film. C'est un très beau film. C'est un film qui est inclassable. Parce que d'un côté, nous avons les principes du néoréalisme, à savoir une représentation sans fioriture et sans phare et sans retouche de la misère italienne de l'époque. Et de l'autre côté, il y a une envolée vers un monde meilleur, une aspiration qui est plutôt, improbable, mais pas impossible. D'ailleurs, c'est un peu onirique comme film. Oui, tout à fait. Il y a, je vous dis, c'est un film qui est complètement surprenant et qui est d'une poésie extraordinaire et qui est joué par des acteurs qui ne sont pas du tout professionnels. Alors c'est un peu comme dans les voleurs de bicyclette, où il y a eu d'ailleurs les deux protagonistes qui sont les pères et les fils, c'est-à-dire Lamberto Maggiorani et Enzo Scialoia. Et les pauvres, moi je dis les pauvres, parce que là ils sont absolument poignants dans les voleurs de bicyclettes, mais tous les deux ils ont voulu après faire de la carrière, parce qu'on peut comprendre que lorsque on est chômeur, lorsqu'on est pauvre et on se retrouve, disons, sous les feux de la rampe après les succès qu'ils ont eus, ils ont voulu entreprendre une carrière cinématographique, mais qui a tourné court, parce que il y avait plus de Sica derrière la caméra. Et donc, ils ont fait un ou deux films, mais d'ailleurs, je ne veux pas être méchante, mais enfin,
ils n'ont pas, ils doivent jouer un rôle, alors que là, un rôle de composition, mais alors que là, ils jouaient eux-mêmes, ils ne jouaient pas du tout, c'était eux-mêmes. Alors on l'a vu quand même en France aussi dans un film qui a marqué quand même avec Daniel Darieux, un film de 1953. Oui, Madame II. Madame II, un film de Max Ophüls. Max Ophüls quand même qui a été un très très grand réalisateur des années 50 en France. Là il fait un rôle d'un baron. Ça, c'est un rôle qui est fait pour lui, Serena, pour Vittorio De Sica. Il adorait, d'ailleurs, il avait les physiques du rôle. Hein. Oui. Daniel Darieux est superbe, d'ailleurs, dans ce film aussi. Oui, et donc, ça me fait penser au rôle que De Sica a joué lui-même dans un film tourné par lui-même, L'Or de Naples, un film à sketch. L'Or de Naples, Il y a un sketch aussi avec une Sophia Loren qui crève l'écran comme d'habitude. Mais alors, il s'est mis en scène d'une façon ironique, Vittorio De Sica, il joue le rôle d'un comte napolitain complètement ruiné par les jeux. Qui est interdit de tous les casinos d'Italie, et même d'ailleurs de France et de Navarre. Et alors, il ne peut assouvir sa passion du jeu qu'en jouant aux cartes avec les petits garçons du concierge. Et alors, il faut dire que en effet, De Sica, c'était un joueur compulsif. Non, il était accro au jeu. Au casino. Et d'ailleurs, il adorait l'île d'Ischia, mais il hésitait à s'y installer parce qu'il n'y avait pas de casino. On va évoquer, nous manque le général de la Rovère aussi. Oui, alors là... Donc il joue aussi dedans. Donc Lion d'or à Cannes en 1960. À Venise. En 1960. Et là, il joue le rôle d'un pauvre type qui est un acteur raté, aussi un chef des troupes de théâtre aussi raté, qui est ruiné parce que c'est un joueur, qui vit des petites escroqueries et qui finit par être un héros malgré lui. Parce qu'il doit faire semblant d'être un général partisan. Et à la fin, il y a une sorte de rédemption parce qu'il assume ces rôles-là et s'est fait fusiller. C'est du grand de Sica. C'est du grand de Vittorio De Sica. Oui, mais excusez-moi du peu. Vous avez Ursuline derrière la caméra et De Sica devant. Donc on en fait peu maintenant. C'est comme ça. On va peut-être terminer avec un film qui m'a marqué quand même. Je reconnais que je l'ai vu, ce film, dans les salles, il a été distribué. C'est Le Jardin des films et contini, avec Dominique Sanda. Il est en 1971. D'ailleurs, il a été primé aux Oscars à Hollywood, devant tout le gratin international du cinéma. Et ce film, moi, je trouve que c'est un des très grands films de Vittorio De Sica. Tout à fait. Il y a une richesse de décors. Il y a beaucoup, je dirais, il est hédoniste, ce film, d'une certaine façon. Disons, c'est bien différent Tout à fait. Mais après, les époques ont changé. On est en 1970. En 1970, et il faut dire que De Sica dispose aussi des moyens. On voit qu'il a un budget, là. Intégré au budget. Et là, il faut dire que Les Jardins des Filzi Contini, c'est pas une idée originale de Sica ni de Zavattini, c'est l'adaptation d'un magnifique roman d'un grand écrivain italien Giorgio Bassani, qui a écrit d'ailleurs des romans et des nouvelles basées à Ferrare, c'était sa ville natale, fortement teintées d'autobiographisme. Il faut dire que Giorgio Bassani, il parle de cet amour qu'il a eu pour une fille d'une très grande famille juive absolument, à Ferrare, et disons du déchirement épouvantable qu'il a eu lorsqu'il a eu la déportation. Tout à fait, C'est un film... C'est un film bouleversant quand même. C'est un film où on pleure à la fin. Absolument. Oui. Bon, mais au moins moi j'ai pleuré. Je me rappelle très bien. Et c'est un film qui a eu un énorme succès en France. Oui. En Italie, peut-être moins en Italie. Non, parce que en Italie, disons, le public, il était plutôt accro à l'image de De Sica à l'époque du néoréalisme. Puis il faut dire que De Sica, qui avait été tellement porté au nu
pas la critique marxiste à l'époque du néoréalisme pur et dur. Après, il avait été un peu conspué par la même critique. La même critique, parce oui, qu'ils oui. avaient trouvé que, par exemple, alors on a parlé L'Or de Naples, c'était une petite comédie légère. Ça ne l'est pas du tout. Parce que je vous invite à aller voir. Au contraire. Au oui. contraire. Non, on rit, Oui. mais c'est un peu grinçant quand même. mais c'est très grinçant. Et puis d'ailleurs, il y a un épisode qui d'ailleurs a été coupé dans plusieurs éditions du film. C'est À Naples, un enfant est mort. Je vous assure qu'on ne rit pas du tout. Oui. Ça, c'est bien différent. On n'a pas évoqué, mais on peut peut-être revenir là-dessus, sur Amour, pain et fantaisie quand même. Oui. Ben, alors c'est pas de Sica. C'est pas de Sica. Non, c'est avec De Sica, comme c'était comme une Gina. C'est De Sica avec une très jeune et belle Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida, où on oui. voit donc les De Sica dans le rôle. Dans le rôle d'un fringant carabinier qui est dans le cœur et balance entre Gina et la sage-femme du village, qui est un peu plus âgée, toujours une belle femme, mais on voit qu'il a un faible pour Gina. Oui. Enfin, c'est un film qui a marqué aussi. Oui, non, mais ça a eu un succès populaire extraordinaire. Oui. Parce que c'est là où il y a la célèbre scène dont on s'en parlait, rappelle, oui, celui de la bombardement au tremblement de terre. Oui. Mais bon, mais surtout, il y avait la grande beauté de Gina, resplendissante. Oui. C'est vrai qu'elle crève l'écran dans ce film. Oui, et puis qui est toujours en train de courir pieds nus avec sa beauté naturelle. Naturelle, oui, voilà. Cette beauté on a l'impression que, voilà, comme vous le dites, on a l'impression qu'elle est en vêtements de tout. Oui, elle est toujours habillée très modestement. La même petite robe, mais disons, oui. la met en valeur. Et ça, les Italiens ont aimé ce film. Ah bah oui. Oui. Tourné, je suppose, à Cinecittà, sans doute. Oui. Non, pas. Alors, il y avait un parti, je crois que pour le néoréalisme, il y avait pas mal, ça je pourrais pas le dire avec assurance, mais il y avait pas mal, et c'était ça une des caractéristiques du néoréalisme, de tourner en extérieur. Oui. Alors pour Rossellini... C'était souvent tourné en extérieur. Rossellini, par exemple, Rome ville ouverte, oui. Rome ville ouverte, c'était... Oui. C'est tourné en extérieur. Beaucoup, dans ce qui concerne Rossellini, tournait énormément avec Anna Magnani, il ne faut pas l'oublier. Oui, et il faut dire que Rossellini a commencé aussi comme documentariste, donc c'est déjà une autre approche. Alors pour vous qui êtes spécialiste du cinéma italien, qui est italienne, vous êtes florentine, pour ne pas le cacher, Serena Gentillum. Pour vous, Vittorio De Sica reste quand même un très grand réalisateur italien et un acteur, aussi alors, de grande qualité. Peut-être, si je devais faire un choix, c'est peut-être mon préféré parce qu'il est... Par rapport à Rossellini, Visconti, Fellini... Je préfère... Pasolini mais non, Pasolini, c'est autre chose. C'est déjà plus... C'est plus tard. C'est plus tardif, oui. Mais De Sica, à cause... et de son humanité, et aussi de sa capacité de pouvoir faire du fantastique dans le néoréalisme le plus désolant. Oui, c'est ça. Donc en fait, on peut dire que Vittorio De Sica a marqué le cinéma international. Il est oublié aujourd'hui encore en Italie? Non, il est encore très... Non. D'autant plus qu'il y a encore ses enfants qui sont, et ses petits-enfants qui sont cinéastes, qui sont, bien sûr, disons que enfants et petits-enfants, ils portent un nom difficile à porter. Donc, mais disons qu'il travaille encore dans le cinéma. Oui. En tout cas, il a fait une carrière en France aussi, Vittorio De Sica. Il y a eu des coproductions comme Les Jardins des Fisi Contini, franco-italienne, oui. Madame de Max Ophuls. Merci beaucoup. Alors, on se retrouvera pour peut-être autre chose, parce qu'on n'a pas fait tout le tour des cinéastes italiens. On n'a pas abordé encore ce qu'on appelle le western spaghetti aussi, avec un de ses grands chefs-d'œuvre, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Oui. Qui est resté, je rappelle, plus d'1 an à l'affiche dans les salles parisiennes. Oui. Il était une fois dans l'Ouest avec la musique d'Ennio Morricone. Et puis il y aura Le Bon, la Brute et le Truand, etc. Oui. Il faut en parler aussi de cette forme de cinéma, car il y a eu un grand succès international. Oui. Merci beaucoup, Serena Gentillum. C'est moi qui merci, c'est fait un plaisir. On vous dit à très bientôt. À très bientôt.